Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une critique de film, mais bel et bien pour un top 10, et non pas des moindres, mon top 10 des films que j'ai vus et qui sont sortis cette année. Par ailleurs, si vous voulez avoir la liste des 60 films que j'ai vus cette année, je vous mets le lien de la liste Letterboxd en description, ainsi que le lien du live que j'ai pu faire où je parle des films de la dernière à la 11e place. Trêve de bavardage, parce qu'aujourd'hui j'ai des films à vous présenter, générique. En dernière position de ce classement, on commence avec un réalisateur que j'adore, Guillermo del Toro, qui poursuit sa collaboration ici avec Netflix en revisitant un grand classique des récits de monstres, Frankenstein. Directement inspiré du roman éponyme de Mary Shelley publié en 1818, le film n'ayant bénéficié que d'une sortie en salle très limitée, je l'ai finalement découvert chez moi. Fan de Del Toro, j'étais évidemment curieux de voir ce qu'allait donner sa vision du mythe, et j'ai beaucoup aimé la façon dont il opte pour une approche plus romantique que véritablement horrifique, loin des adaptations classiques reproduites à l'infini. Cette touche apporte une vision fraîche et intrigante qui donne envie de suivre l'état émotionnel des personnages et de comprendre comment on en arrive à la scène d'ouverture. Del Toro casse ainsi les codes du film de monstre en ne montrant pas seulement une créature animée par la vengeance, mais en lui offrant une humanité véritable qui adoucit le récit et tout en renforçant les thèmes centraux du roman. Cela donne l'impression d'assister à quelque chose de nouveau, presque exclusif, malgré le nombre incalculable d'adaptations existantes. J'ai trouvé très ingénieux le choix de consacrer une partie entière du film à la créature. Ce passage développe pleinement son côté humain tout en faisant écho à une thématique chère à Del Toro, son rapport particulier aux êtres monstrueux. Comme dans La forme de l'eau, il nous dépeint un être plus humain qu'on ne le pense, rappelant que c'est souvent le regard des hommes façonné par leurs peurs et leurs angoisses qui transforme la différence en monstruosité. Mis en avant, cet aspect offre une autre dimension au film. Ce n'est plus seulement un récit gothique sur un monstre, mais une quête sur le lien, l'amour et la solitude, des besoins fondamentaux que la créature tente désespérément de comprendre. Elle n'est d'ailleurs pas seulement une brute sanguinaire qui tue par nature, mais un être vivant avec ses émotions, ses élans, ses maladresses, et finalement c'est Victor Frankenstein qui, en l'abandonnant, déclenche malgré lui la spirale de haine et de douleur. La créature cherche d'abord à s'adapter, à aider, à trouver sa place, jusqu'à ce que la tragédie provoquée par son créateur l'en éloigne définitivement. Cette partie du film illustre parfaitement cette transformation. Oscar Isaac et Jacob Elordi livrent un duo fascinant qui fonctionne à merveille. Je trouve aussi que Del Toro s'autorise quelques ajouts qui s'intègrent parfaitement à l'esprit de Mary Shelley et à la façon dont elle avait construit son roman. Le tout s'inscrit dans un univers visuel riche, regorgeant de détails qui s'accordent parfaitement avec le ton gothique du film. Si Frankenstein ne grimpe pas plus haut dans mon classement, c'est surtout à cause d'un problème de colorimétrie. Alors peut-être que ma télé y est pour quelque chose, mais j'ai constamment eu l'impression d'un filtre blanchâtre qui affadissait l'image. Et ce manque de contraste empêche certains décors, pourtant somptueux, de révéler toute leur profondeur. Et c'est dommage car Del Toro a une identité visuelle très forte, on la retrouve ici, mais atténuée par cette luminosité un peu terne qui m'a empêché d'en profiter pleinement. Il reste cependant un des films qui m'a le plus marqué cette année, et c'est encore une très belle œuvre que nous propose ici Guillermo del Toro. En remontant à la 9e place de ce classement, on atterrit sur un film qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à le mettre dans ce classement. C'est 13 jours et 13 nuits de Martin Bourboulon, et je dois avouer que je n'attendais pas spécialement le réalisateur sur ce registre-là, lui qu'on connaît surtout pour ses grandes fresques historiques, comme avec Les Trois Mousquetaires, et pourtant il s'empare ici d'un sujet extrêmement récent, la chute de Kaboul en 2021, avec une maîtrise qui force le respect. Ce n'est pas un film spectaculaire au sens traditionnel du terme, mais un thriller humain à l'énergie tendue et parfois même étouffante. Ce qui m'a marqué en premier, c'est la tension permanente. Dès les premières minutes, on sent que tout peut basculer à n'importe quel moment. Bourboulon ne cherche jamais à styliser la crise, il la montre telle qu'elle est, brute, imprévisible et profondément humaine. Et au centre de tout, il y a Roche Dizem, absolument impérial en Mohamed Bida. Il apporte au film une présence incroyable, un calme presque irréel qui contraste avec le chaos complet qui l'entoure. On comprend vite que c'est lui la colonne vertébrale du récit, celui qui doit garder la tête froide alors que tout le reste autour de lui s'effondre. J'ai aussi beaucoup apprécié la manière dont le film met en avant la dimension humaine de l'évacuation. On n'est pas dans un film d'action, mais dans l'histoire de gens ordinaires, de familles, d'employés, de diplomates qui cherchent simplement à survivre. Il y a une vraie sincérité dans la mise en scène qui cherche constamment à respecter ce vécu sans l'exagérer ni l'édulcorer, et ça fonctionne. On ressent la peur, la confusion, mais aussi la détermination et l'entraide. Et je trouve que Bourboulon apporte avec sa caméra une justesse qui permet de capter entièrement l'événement. Je le vois avec l'utilisation récurrente de plans zénithales qui donnent lieu à de superbes images qui resteront un long moment dans ma mémoire. Pour autant, 13 jours et 13 nuits n'est pas exempt de défauts. La réalisation reste parfois trop classique, trop propre pour un sujet aussi brut. On sent que Bourboulon veut garder le contrôle de chaque scène alors que paradoxalement, le chaos aurait mérité d'être un peu plus chaotique. Il y a aussi quelques moments où l'émotion aurait pu être poussée davantage sans pour autant tomber dans le pathos nécessairement, mais on reste parfois un peu en surface alors que le sujet permettrait
mériterait d'aller encore plus loin. Malgré ça, ça reste un film solide, intense et nécessaire, qui rappelle qu'au-delà des grandes décisions politiques, ce sont des vies humaines qui se jouent, et visuellement, même si le film n'a pas la flamboyance d'autres œuvres du réalisateur, il propose une reconstitution crédible et immersive. Ce n'est peut-être pas un film qui révolutionne le genre, mais c'est une œuvre honnête, engagée et portée par un Roche Dizem au sommet, et rien que pour ça, il mérite largement sa place dans ce classement. Ah là 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 là. Pour cette 8ème position, on retrouve un film d'horreur qui sera le sujet de la prochaine grosse vidéo critique, Weapons de Zach Cregger. En remontant encore dans mon classement, on tombe sur une vraie claque horrifique. Weapons de Zach Cregger, un film qui m'a complètement pris par surprise, et après son succès avec Barbarian, un film déjà très intéressant et que j'ai beaucoup apprécié, Cregger revient avec une idée folle et totalement déroutante. Un soir, à 2h17 du matin, tous les enfants d'une même classe disparaissent mystérieusement sans laisser de traces. On est loin du simple film de jumpscare, ici ça te retourne la tête. Ce qui m'a tout de suite accroché, c'est l'ambiance étrange et oppressante. Le film commence presque comme un cauchemar éveillé, avec une atmosphère troublante qui instille l'inquiétude dès les premières scènes. Et cette disparition collective devient rapidement le centre d'un puzzle narratif qui ne cesse de se réorganiser sous nos yeux. Mais Weapons ne se contente pas d'être un simple mystère horrifique, il devient une peinture de la peur collective. On suit différents personnages, une industrie bouleversée, un père qui perd son fils, un policier dépassé par les événements, chacun apportant sa propre interprétation de ce qui s'est passé. Et cette narration éclatée donne une impression d'univers qui s'ouvre en spirale où chaque vision subjective enrichit le mystère. Et c'est ce montage en chapitrage que j'ai trouvé fascinant, donnant la possibilité à Cregger de toucher à plusieurs genres de l'horreur. Parmi les points forts, il y a évidemment l'interprétation solide du casting avec notamment Josh Brolin et Julia Garner qui portent leur rôle avec beaucoup de crédibilité. L'intensité est là et ça fonctionne autant dans les moments de tension pure que dans les passages les plus déroutants. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la façon dont Cregger joue avec les codes du genre. Il mélange horreur, mystère, même parfois humour noir si on peut le dire, produisant un cocktail étonnant qui ne laisse pas indifférent. Parfois effrayant, parfois presque surréaliste, le film sait surprendre sans devenir gratuit. J'ai également apprécié cette dimension de conte que prend le film. Bien sûr, ça ne marche pas parfaitement à chaque instant, parfois certains développements me sont apparus un peu tirés par les cheveux ou trop éclatés, et j'ai eu l'impression que le film se perdait légèrement dans ses propres ambitions vers la fin. Mais c'est justement ce côté audacieux qui m'a plu, et Cregger ne se contente pas d'une formule déjà vue, il essaye quelque chose de nouveau, et ça se ressent. Weapons n'est donc peut-être pas parfait, mais il m'a donné l'impression d'un vrai auteur qui prend des risques, et pour un film d'horreur original en 2025, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est intense, déstabilisant, parfois drôle, souvent terrifiant, et au final, une expérience que je ne regrette pas du tout d'avoir vécue au cinéma. Ça reste un projet pour lequel j'ai une certaine attache, malgré ses défauts, c'est pourquoi elle se trouve ici à la 8ème position, mais l'analyse plus développée autour du film sortira dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à activer les notifications pour savoir quand elle sortira. En 7ème position, on retrouve The Brutalist de Brady Corbet. Le film raconte l'histoire de Laszlo Toth, un architecte hongrois rescapé de l'Holocauste. Il arrive aux États-Unis après la guerre avec l'ambition de reconstruire sa vie et son art. Mais attention, ce n'est pas un biopic classique. Le film suit plusieurs décennies, presque comme un roman en images, et explore à la fois la création artistique, le compromis de la vie et le poids de l'histoire personnelle. Ce qui frappe immédiatement, c'est la mise en scène. Le film a été tourné en VistaVision, un format presque disparu aujourd'hui, et chaque plan est pensé comme une composition architecturale. On sent que chaque angle, chaque lumière, chaque décor a été choisi pour refléter la vision de Laszlo. Rigueur, beauté et parfois solitude. Petite anecdote sympa, Corbet et l'équipe ont reconstruit en studio des intérieurs inspirés des immeubles brutalistes de New York. Adrien Brody raconte que certains décors étaient tellement réalistes et imposants qu'on avait presque l'impression de pouvoir se perdre dans un vrai bâtiment et de marcher dans ses couloirs, de toucher ses murs, etc. Ça donne une immersion incroyable. Et Brody, justement, quelle performance, tout simplement incroyable. Il incarne Laszlo avec une intensité et une vulnérabilité qui vous accrochent dès les premières scènes et on ressent sa passion, ses doutes, ses échecs, mais aussi sa persévérance. C'est un personnage monumental et Brody le rend profondément humain. Oui, le film est long et exigeant, certaines parties peuvent sembler plus lentes et l'ampleur du récit donne parfois l'impression qu'il se disperse, mais c'est justement ce qui fait sa force. The Brutalist n'est pas là pour distraire, il est là pour immerger dans une vie entière, dans une époque et dans une quête de sens, rendant le tout plus humain et profond. En résumé, c'est un film audacieux, fascinant visuellement et émotionnellement, avec des moments qui restent gravés longtemps après le générique, et si vous aimez le cinéma qui prend des risques et qui vous fait réfléchir, c'est vraiment une très belle expérience. En 6ème position... Alors attends. Et si le conte de Cendrillon devenait une tragédie d'horreur? The Ugly Stepsister, réalisé par Emily Blicchfeld et qui se retrouve à la 6ème place, réinvente le mythe en nous racontant l'histoire d'Elvira, la belle sœur laide dans un milieu aisé où la beauté prime avant tout. Ici, pas de magie, ni de citrouille dorée, la transformation passe par la chair, la douleur et la jalousie. Présenté au Sundance Festival 2025, le film surprend par son mélange de contes de fées, de body horror et de critique sociale. La photographie glaciale et le jeu presque animal de Léa Meren rend le projet attachant et dérangeant. Dès les premières minutes, le film installe une atmosphère étrange, presque malsaine. On comprend très vite qu'on ne va pas suivre le conte qu'on connaît, mais une version déformée.
cruelle, racontée du point de vue de la sœur laide, Elvira. Et ce changement de regard fait toute la différence. Là où le conte classique glorifie la beauté et la récompense morale, The Ugly Stepsister démonte violemment ses codes. Ce qui m'a immédiatement marqué, c'est la radicalité de la mise en scène. Emily Blichfeld ne recule devant rien pour montrer ce que l'obsession de la beauté peut engendrer, c'est-à-dire transformation corporelle, grotesque, douleur physique, humiliation sociale, etc. Le body horror est frontal, parfois difficile à regarder, mais jamais gratuit. Chaque scène semble pensée comme une métaphore du sacrifice imposé aux femmes pour correspondre à la norme des impossibles. Le film fonctionne aussi énormément grâce à son ambiance de conte noir. Décors presque irréels, costumes élégants mais oppressants, musique qui oscille entre féerie et malaise constant. On a l'impression d'être plongé dans un cauchemar médiéval où la beauté devient une arme de domination, et plus le récit avance, plus cette logique devient monstrueuse. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont le film traite ses personnages féminins. Il n'y a pas vraiment de méchantes au sens classique, seulement des femmes prises dans un système violent qui se retournent les unes contre les autres. Elvira n'est ni héroïne, ni victime parfaite, et c'est précisément ce qui la rend intéressante, et on peut en dire autant pour les rôles secondaires. On oscille en permanence entre empathie, malaise et rejet. Évidemment, tout n'est pas parfait, certaines séquences vont tellement loin dans l'excès que ça peut décrocher une partie du public, je le reconnais, moi ça m'a pas particulièrement dérangé, et le rythme peut parfois sembler inégal, surtout dans sa dernière partie. Mais honnêtement, je préfère 1000 fois un film qui ose plutôt qu'un film qui joue sur la sécurité. The Ugly Stepsister n'est pas un film facile ni confortable, mais c'est justement pour ça qu'il m'a marqué. C'est une œuvre dérangeante, audacieuse, profondément politique sous ses airs de conte horrifique, une vraie proposition de cinéma de genre avec une vision claire et assumée. Et même avec ses défauts, c'est une expérience que je n'oublierai pas de sitôt. Je pense que vous y attendiez, il est là, Superman de James Gunn, et le film qui se hisse à cette 5e place du classement. J'ai trouvé que ce film apporte un vrai vent d'air frais à un personnage qui a déjà connu énormément d'adaptations, Superman faisant clairement partie des films les plus attendus de l'année, notamment parce qu'il représente le point de départ du renouveau du DCU, on en a beaucoup parlé avant sa sortie, et une fois en salle, j'ai eu l'impression que le film a pas mal divisé le public. De mon côté, je fais clairement partie des personnes qui ont apprécié le film, j'ai eu ce sentiment de retrouver un esprit très années 70, quelque chose qui s'était un peu perdu avec Superman Returns et Man of Steel. Attention, alors, je ne dis pas que ce sont de mauvais films, loin de là, mais ici on retrouve un Superman plus humain, peut-être aussi plus naïf et surtout plus accessible. Et ça fonctionne parce que ce Superman-là touche vraiment tout le monde. J'ai aussi beaucoup apprécié le rythme du film, James Gunn maîtrise très bien le découpage, il sait quand laisser de la place à l'action, quand ralentir pour le drame et quand intégrer la comédie. C'est super bien dosé et surtout on ne tombe jamais dans l'absurdité totale ou l'humour envahissant. Évidemment, le film n'est pas parfait, il y a quelques facilités scénaristiques qui permettent de résoudre certaines situations un peu trop rapidement, mais malgré ça, le film reste sincère dans ce qu'il propose. Il assume totalement sa direction et le chemin qu'il veut prendre au DCU. C'est un lancement et lancer une nouvelle saga, ce n'est jamais simple, mais honnêtement, ce Superman-là donne un peu d'espoir pour la suite et pour les films qui arriveront bientôt sur nos écrans. Et rien que pour ça, il mérite clairement sa place ici. Je pense que beaucoup l'attendaient aussi. Mickey 17 de Bong Joon-ho est clairement l'un des films qui m'a le plus marqué récemment. Après Parasite, j'étais impatient de découvrir le nouveau long métrage de Bong Joon-ho, créant une attente qui était énorme. Et forcément, le film arrivait avec une pression assez colossale. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la manière dont Bong Joon-ho revient à ce qu'il sait faire de mieux. Une science-fiction profondément politique comme il a pu le faire avec Okja ou encore The Host. Mais sa façon de faire reste toujours accessible. Mickey 17 part dans un concept très simple, celui d'un homme jetable, cloné à l'infini pour accomplir les tâches les plus dangereuses. Et l'utilise ici pour parler de travail, de déshumanisation et de rapport au pouvoir. Rien de très nouveau sur le papier, mais la mise en scène et le regard du réalisateur font toute la différence. De mon côté, j'ai vraiment accroché au ton du film. On retrouve cet équilibre très particulier entre amour absurde, malaise et moments beaucoup plus sombres, et Robert Pattinson est excellent dans son rôle, à la fois pathétique, drôle et tragique. Il donne une vraie humanité à un personnage qui, paradoxalement, est constamment remplacé, et c'est justement là que le film est le plus fort. Il arrive à nous faire ressentir la valeur d'une vie dans un système qui n'en a absolument rien à faire. J'ai aussi beaucoup apprécié le rythme. Le film prend son temps pour installer son univers sans jamais devenir lourd, et Bong Joon-ho sait quand accélérer, quand laisser respirer une scène, et surtout quand laisser le spectateur un peu mal à l'aise. Visuellement, c'est très maîtrisé avec une esthétique très froide et industrielle qui renforce parfaitement le propos. Évidemment, comme vous le savez, comme je l'ai dit, pour les autres films, il n'est pas exempt des défauts. Certaines idées auraient mérité d'être creusées davantage et quelques personnages secondaires restent un peu en retrait. Par moments, j'ai aussi senti que le film hésitait entre plusieurs directions, comme s'il voulait dire beaucoup trop de choses à la fois. Mais malgré ça, Mickey 17 reste un film très solide et profondément sincère. Il ne cherche pas à être consensuel, il assume son étrangeté et son regard critique sur le monde. Alors ce n'est peut-être pas le film le plus accessible de Bong Joon-ho, mais c'est clairement un film qui reste en tête longtemps après le générique. Et rien que pour cette capacité à mêler réflexion, divertissement et malaise existentiel, Mickey 17 mérite largement qu'on s'y attarde et mérite largement cette 4e place. En 3e position, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson fait clairement partie de ces films qui s'imposent par leur force tranquille. Dès les premières minutes, on sent la patte du réalisateur.
Une mise en scène précise, une atmosphère dense et surtout une vraie confiance laissée au spectateur. Paul Thomas Anderson ne cherche pas à expliquer, il propose et c'est justement ce qui rend le film aussi captivant. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la manière dont le film aborde le thème du conflit. Ici, chaque bataille n'est pas seulement physique ou politique, elle est aussi intérieure, humaine et presque intime. Le film parle de luttes qui se répètent, de cycles qui ne cessent de revenir, et il le fait avec beaucoup de finesse. Rien à appuyer, passe par le regard, les silences et les tensions sous-jacentes. La direction d'acteur est comme souvent chez Anderson exceptionnelle, les performances sont sombres, justes, profondément incarnées, et chaque personnage semble porter son propre poids, son propre combat, et ça rend les interactions extrêmement crédibles. On a vraiment l'impression d'observer des fragments de vie plutôt qu'un récit artificiel. Visuellement, le film est superbe. La caméra est posée, élégante, jamais démonstrative, chaque plan semble réfléchi au service de l'émotion et du sens, le rythme, lui, laisse respirer le film, ce qui permet aux scènes de s'installer durablement et de marquer le spectateur. Au final, une bataille après l'autre est un film puissant, mature et profondément humain. C'est une œuvre qui ne cherche pas l'effet immédiat, mais qui s'ancre lentement pour rester longtemps en tête. Un film exigeant, dans le meilleur sens du terme, qui confirme une fois de plus le talent immense de Paul Thomas Anderson et sa capacité à raconter les conflits humains avec une rare justesse. En numéro 2, je pense que ça va vous surprendre un petit peu, mais nous retrouvons le film Sylvie Vartan, Ma mère et Dieu, qui est un film qui surprend par sa douceur et sa sincérité. Réalisé par Ken Scott, le film nous raconte la vie de Roland qui naît avec une particularité physique, et dès le début on comprend que le film ne cherche pas à en faire trop, mais plutôt à raconter une histoire intime, touchante et profondément humaine. C'est un récit qui avance avec beaucoup de délicatesse et ça fait toute la différence. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la manière dont le film parle de la relation mère-enfant. Il y a quelque chose de très universel dans ce lien, mais le film arrive à la rendre unique grâce à des détails simples, des gestes du quotidien, des silences chargés d'émotions. La figure de la mère est traitée avec beaucoup de tendresse, sans jamais tomber dans la caricature ou le pathos. Le film est aussi traversé par une dimension très spirituelle, subtile, presque discrète. Dieu, la foi, les croyances ne sont jamais imposées comme des réponses, mais plutôt comme des repères, des points d'appui dans une vie parfois chaotique. Cette approche très douce donne au film une vraie profondeur, sans lourdeur, ni discours appuyé. Les performances sont remarquables, les acteurs jouent avec une grande justesse dans une retenue qui rend chaque émotion plus forte. On sent une vraie alchimie entre les personnages et surtout une authenticité qui touche immédiatement. C'est un film qui fait confiance à ses interprètes et à l'intelligence du spectateur. Visuellement, le film est simple mais élégant. La mise en scène accompagne le récit avec beaucoup de pudeur, laissant la place aux émotions plutôt qu'à l'esbrouf, et le rythme est apaisé, ce qui permet de s'attacher pleinement aux personnages et de s'immerger dans leurs histoires. Au final, Sylvie Vartan, Ma mère et Dieu est un film lumineux, sensible et profondément émouvant. Une œuvre qui parle d'amour, de transmission et de croyance avec beaucoup de justesse. C'est le genre de film qui ne crie jamais mais qui touche en plein cœur et qui reste longtemps en tête après la projection. Dans l'idée, il m'a fait beaucoup penser à Amélie Poulain dans sa façon de raconter son récit et le montage, laissant nous spectateurs se faire porter par ce qui nous est raconté, et ce qui nous est raconté est d'une telle douceur. Non, c'est une très belle réussite, je vous le recommande. Et en première position de ce top 2025, La vie d'un escargot, réalisé par Adam Elliott. Réalisateur également de Lily et Max, c'est un film d'une grande délicatesse qui impressionne par sa simplicité apparente et la profondeur de ce qu'il raconte. C'est le genre d'œuvre qui avance doucement à son propre rythme, mais qui touche précisément parce qu'elle prend le temps d'observer, de ressentir et de contempler tout en nous racontant l'histoire de Grace Poudey, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture qui, à la mort de son père, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau, Gilbert, elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Suspendue aux lettres de son frère, ignorée par ses tuteurs et harcelée par ses camarades de classe, Grace s'enfonce dans le désespoir jusqu'à la rencontre salvatrice avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la façon dont le film transforme une vie particulière en véritable expérience de cinéma. À travers cette vie lente, fragile, le film parle en réalité de nous, du temps qui passe, de la solitude et des traumas que certaines personnes peuvent avoir. La mise en scène est d'une grande finesse. Chaque plan semble pensé pour mettre en valeur le détail, la texture, le mouvement. J'ai été plus qu'impressionné de voir ces décors remplis d'objets, ce qui m'a conforté dans ma fascination pour ce média. En effet, il faut être tellement patient et minutieux pour réaliser des films en stop motion que quand une œuvre comme celle-ci apparaît sur nos écrans, je ne peux qu'applaudir. De plus, le film trouve une vraie poésie dans le quotidien, dans les gestes simples, et c'est là qu'il devient particulièrement touchant. Le rythme joue un rôle essentiel. Loin de toute précipitation, La vie d'un escargot assume pleinement sa lenteur et c'est une vraie force. Cette temporalité permet de créer une connexion profonde avec ce qui est montré à l'écran, parce qu'on ne regarde pas seulement un film, on le ressent. Et on réussit à partager cette histoire avec nos personnages, rendant le projet encore plus touchant que ce qu'il peut laisser paraître. Au final, La vie d'un escargot est une œuvre sensible, douce et profondément humaine. C'est un film qui ne cherche jamais à impressionner, mais qui marque durablement par sa sincérité et sa poésie. Une expérience calme et précieuse qui rappelle que même les existences les plus discrètes peuvent raconter de très grandes choses. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce top 10 vous a pas trop déçu. Ce top 10 reste quand même très subjectif, bien évidemment, j'ai pas pu voir tous les films
qui sont sortis au cinéma cette année. J'ai eu beaucoup de difficultés à aller au cinéma cette année parce que j'ai eu un emploi du temps assez chargé. Donc je vous avoue que oui, en vrai, j'ai surtout suivi les grandes sorties et j'ai pu voir à droite, à gauche quelques plus petits films, on va dire. Mais en attendant, moi je reste semi-convaincu de mon année de cinéma 2025 parce que je sais que j'aurais pu regarder plein d'autres choses et que les films que j'avais principalement envie de voir, bah, je les ai ratés pour la plupart. Donc c'est pas grave. Mais en tout cas, ce petit top 10 me convient. J'espère qu'il vous conviendra. N'hésitez pas à mettre votre top 10 à vous dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Ciao.